complexe, tridimensionnelle, pied-bot. Alors, le pied-bot est une déformation complexe, tridimensionnelle. Pied-bot, selon la dénomination de Broca, c'est un pied qui ne repose pas au sol par ses appuis normaux. Et c'est un terme finalement très générique. Et le terme pied-bot a été consacré au pied-bot varus équin congénital. C'est une anomalie dans laquelle on retrouve des malpositions articulaires, on va les détailler, mais il y a aussi des déformations osseuses, cartilagineuses, et enfin d'autres anomalies de volume de cartilage, des anomalies de la jambe. C'est une dysplasie de tous les tissus, finalement, qui se situent en dessous du genou. Ce n'est pas une maladie du pied seulement, c'est une maladie de la jambe. Regardons les malpositions articulaires qui sont très importantes pour comprendre dans quel sens on va corriger cette déformation. Farabeuf a été le premier à faire cette description en 1872 du calcanéum qui vire, qui roule et qui tangue sous l'astragale. Enfin, Méhari et Queneau, puis Seringe, ont apporté beaucoup à la compréhension de cette physiopathologie, notamment avec le développement de la notion de bloc calcanéopédieux qui aide énormément à comprendre les choses. Et c'est ce bloc calcanéopédieux, ce concept, avec un astragale qui finalement fait partie du segment jambier. Il est bloqué dans la mortaise tibio-fibulaire et il est donc partie intégrante de la jambe. Tout ce qui se trouve en dessous donc de cette portion est considéré comme un bloc avec des moyens d'union, le ligament glénoïdien, le ligament de Chopard, les ligaments calcanéo-cuboïdiens qui sont assez puissants et qui unissent cette entité. On ne peut pas détailler la physiopathologie sans faire un petit rappel de sémantique. Lorsqu'on a une déformation tridimensionnelle à analyser, il faut regarder les trois plans de l'espace. Et on peut regarder le plus simple, le plan sagittal. On parlera de talus lorsqu'on a une déformation du pied fixé en flexion dorsale et de pied équin lorsque la déformation est fixée en flexion plantaire. Jusque-là, c'est très simple. Regardez le pied maintenant dans le plan horizontal, c'est-à-dire par-dessous ou par-dessus, va permettre de définir l'adduction en dedans, le gros orteil tournant dedans, et l'abduction en dehors, comme déformation donc fixée dans le plan horizontal. Analysons maintenant un plan un petit peu plus compliqué, le plan frontal. Et on retiendra sous vocable varus une déformation de l'arrière-pied qui bascule en dedans, tandis que le valgus est un mouvement de l'arrière-pied fixé vers le dehors. Enfin, si on analyse ce plan frontal par vue de devant, l'action qui porte la plante du pied en dedans, c'est la supination. Et l'action inverse qui porte la plante du pied en dehors, c'est la pronation, par analogie à ce qu'on a au membre supérieur. Ceci étant dit, on va pouvoir caractériser cette déformation qui nous réunit aujourd'hui, puisqu'elle intègre une supination, c'est-à-dire une plante de pied qui regarde vers le dedans, un varus, c'est-à-dire un mouvement du talon qui bascule en dedans, une adduction, c'est-à-dire un mouvement dans le plan horizontal avec un gros orteil qui part en dedans, et enfin un équin. Souvent cette déformation est masquée par les précédentes, et cet équin peut être plus ou moins important. Alors détaillons un petit peu le plan horizontal, puisque ce plan est vraiment fondamental, on va voir pourquoi. Et c'est le plan de l'adduction. Cette adduction, en fait, elle est double. Il y a deux phénomènes qui s'additionnent. La première adduction, elle est relativement simple à comprendre, c'est celle qui se passe à l'intérieur même du bloc calcanéopédieux dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est une déformation intrinsèque au bloc calcanéopédieux. L'avant-pied va partir en adduction par rapport à l'arrière-pied. Donc vous voyez le mouvement de déplacement. Sur ce type de déformation, on va avoir un bord externe du pied curviligne. Ça explique complètement l'aspect curviligne du pied et ça explique également cet angle calcanéo M5
qui va être exagérée et qui traduit complètement cette adduction médio-tarsienne. Elle est aussi appelée adduction intrinsèque du bloc calcanéopédieux, c'est l'adduction de l'avant-pied, c'est, vous l'avez compris, l'adduction finalement la plus souple et la plus réductible à faire dans le traitement. Parlons maintenant d'une autre adduction plus complexe et qui est vraiment la base de la déformation pied-bot, qui est une adduction du bloc calcanéopédieux sous le complexe jambier. Donc, cette adduction est réalisée par l'ensemble du bloc qui part en dedans, et ce mouvement de rotation du bloc calcanéopédieux est à l'origine d'une fermeture du compas astragalo-calcanéen. L'angle d'ouverture entre l'astragale et le calcanéum va se fermer du fait de ce mouvement. Donc cette rotation, cette adduction du bloc calcanéopédieux est à l'origine d'une fermeture de la divergence astragalo-calcanéenne et d'un parallélisme, et vous voyez sur cette radio, d'un parallélisme entre l'astragale et le calcanéum. C'est donc l'adduction de l'arrière-pied. Elle est entretenue par la présence de nœuds fibreux, et les chirurgiens connaissent très bien ces nœuds fibreux. Le plus classique est le nœud fibreux antéro-interne, qui vient rapprocher le scaphoïde de la malléole médiale. Mais il y a également un deuxième nœud fibreux postéro-externe, qui rapproche la tubérosité postérieure et externe du calcanéum de la fibula. Alors, on comprend qu'il est difficile d'être très précis sur l'évaluation de la torsion tibiale externe dans le pied-bot, puisqu'on a des rapprochements scapho-malléolaires et tubérosito-fibulaires. Il y a donc des nouvelles articulations qui sont créées dans le pied-bot, une articulation scapho-malléolaire, une articulation calcanéo-péronnière, et c'est très intéressant de voir que Ignacio Ponsati s'intéresse énormément à cette distance scaphoïde malléole interne. C'est un des éléments les plus importants pour lui pour évaluer la correction, c'est-à-dire mesurer cet effet d'adduction médio-tarsienne et adduction du bloc calcanéopédieux. Dans son livre, vous trouvez ces schémas avec une déformation type pied-bot, fermeture de la divergence, scaphoïde qui passe à la face interne donc du talus, et puis vous avez un pied normal à l'extrême droite, et enfin entre les deux vous avez une correction partielle parce que le scaphoïde est resté encore un peu trop en dedans, et l'angle de divergence est un peu faible. Il reste donc un peu d'adduction du bloc calcanéopédieux dans ce pied qui paraît pourtant normocorrigé par son bord externe. Donc cette rotation du bloc calcanéopédieux, c'est l'adduction de l'ensemble du bloc calcanéopédieux sous la jambe, c'est l'adduction qu'on appelle sous-talienne, c'est celle qui concerne l'arrière-pied. Alors il est important de rappeler l'anatomie de l'articulation sous-astragalienne, et notamment la sous-astragalienne postérieure et antérieure. On est face à une double trochoïde inversée, et dans ces articulations-là, il y a des mouvements automatiques. Lorsque il y a une rotation du bloc calcanéopédieux, c'est-à-dire lorsque le calcanéum part en dedans sous le talus, eh bien, ce calcanéum, du fait de cette articulation, va s'incliner dans le plan frontal et va basculer en varus. On a donc un mouvement de roulement, en fait, du calcanéum sous l'astragale. Enfin, lorsqu'il y a ce mouvement d'adduction, l'interligne médio-tarsien sur lequel l'avant-pied est branché, il va se trouver en position verticalisée. Et on retrouve là la supination qui est obligée, liée à ce mouvement d'adduction du BCP, cette supination donc de l'avant-pied. On a donc, et vous le comprenez bien, dans le plan frontal, finalement, des mouvements qui sont simplement induits par la déformation du plan horizontal. La supination, elle est liée à cette verticalisation de l'interligne. Le varus est lié à ce mouvement de calcanéum qui vient rouler sous le talus du fait de l'adduction. On a donc cette double adduction qui s'accumule, celle du bloc calcanéopédieux, celle du médiotarse, et le cumul des deux fait ce qu'on voit cliniquement avec ce bord externe arrondi, ce que l'on voit radiologiquement avec cette divergence qui se ferme et ce parallélisme entre le calcanéum et l'astragale.
Donc ce plan frontal, finalement, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est pas un vrai plan de déformation, c'est un plan induit. C'est des faux ennemis et il faut certainement pas essayer de corriger le varus en manipulant l'arrière-pied et corriger la supination en mettant le pied en pronation. C'est pas du tout logique. Vous avez compris maintenant pourquoi. Maintenant, regardons la déformation du plan sagittal. Elle aussi est une déformation double. Il y a un équin qui se situe dans l'articulation sous-talienne. Lorsque le calcanéum va basculer en adduction, il va passer sous le talus. Et la grosse tubérosité antérieure du calcanéum va s'enclaver sous le talus, de telle sorte que les deux os de l'arrière-pied vont se trouver en situation de parallélisme. Donc ça, c'est un équin qui a une traduction radiologique qui est le parallélisme astragalo-calcanéen sur l'incidence de profil. Ce calcanéum, il tangue sous l'astragale, comme l'avait rappelé Farabeuf. Donc ce mouvement de tangage est très important à décomposer. Et puis, dans cet équin sous-talien, voilà cette tubérosité antérieure qui est enclavée sous la tête du talus. Donc il est, vous l'imaginez bien, impossible d'essayer de corriger cet équin sous-talien sans désenclaver la grosse tubérosité, la tubérosité antérieure du calcanéum plutôt. Donc il faudra faire une correction de l'adduction avant de corriger l'équin, on va y revenir. Donc ce calcanéum, il vire et roule sous l'astragale. Voici les mouvements combinés. Donc pied normal à gauche et pied beau à droite. Enfin, il y a un autre équin. Le deuxième équin, c'est l'équin tibio-talien. Donc c'est l'équin qui survient finalement dans la cheville. C'est pas celui de l'arrière-pied, c'est celui de la cheville qu'on peut mesurer par un angle tibio-talien radiologique. Voyons maintenant une autre composante de la déformation qui est le cavus. Il est important de rappeler au préalable que l'ensemble du pied se trouve en forte supination. Mais l'arrière-pied va être beaucoup plus fermement fixé en adduction et en supination que l'avant-pied. Les ligaments qui sont périarticulaires autour de l'avant-pied, on en a parlé hier, sont normaux. La déformation du pied beau est une déformation d'arrière-pied. L'avant-pied est souple. Il est moins en supination que l'arrière-pied. Donc on peut constater que le premier rayon, le premier métatarse, est plus en flexion que les métatarses latéraux. Et donc on a finalement un M1 et un M2 qui sont en flexion plantaire accrue. C'est ce qui donne cet aspect de cavus. Et donc on peut considérer que ce premier rayon va être en pronation relative par rapport aux rayons latéraux. On verra les conséquences de ça, c'est qu'il ne faut certainement pas essayer de corriger le cavus en mettant l'avant-pied en pronation. Au contraire, il faut mettre l'avant-pied en supination, on va y revenir. Voilà pour les malpositions articulaires, ça va nous apprendre et nous aider à comprendre ce qui se passe. Mais il y a bien d'autres choses dans le pied beau, des déformations cartilagineuses, des déformations osseuses qui existent déjà à la naissance. Il y a une déformation dans le talus lui-même, dans l'astragale. Voici cette mortaise qui est représentée par la ligne pointillée. Le corps du talus est bloqué dans la mortaise, mais le col, lui, devient malléable et il est cartilagineux et il est susceptible de se déformer et d'entraîner un angle de déclinaison qui représente l'angle formé par l'axe du corps et l'axe du col du talus. Donc c'est une déformation supplémentaire, intrinsèque, qui peut être cartilagineuse chez le petit et qui peut être osseuse lorsque le pied beau s'est structuralisé. Enfin, il y a un dôme du talus qui est aplati, d'où la difficulté, on l'a vu hier, d'avoir une radio de profil satisfaisante. Lorsque l'on veut une radio de profil, il faut pouvoir mettre à ce moment-là la plaque à la face externe du pied et que le rayon qui passe par la malléole interne traverse également la malléole externe. Et c'est pas très évident d'obtenir ces clichés pour mesurer le dôme et la qualité du dôme du talus. Vous voyez, sur ce cliché, par définition, on ne peut rien dire sur le dôme du talus puisque la malléole externe est complètement rétroposée. Le talus peut être très joli, il apparaît tout à fait aplati ici. Cet aplatissement du dôme talien
va réduire le secteur global d'amplitude entre la flexion dorsale et la flexion plantaire. La déformation du calcanéum existe également. C'est une déformation donc intrinsèque à l'os. Elle a été évaluée. L'interligne se trouve déviée vers le dedans. Et on peut très bien visualiser ce phénomène sur l'imagerie IRM, comme cela a été fait par les équipes canadiennes et notamment par Shafik Pirani. La déformation calcanéenne, ce n'est pas seulement la surface calcanéo-cuboïdienne, c'est aussi la sous-astragalienne postérieure, c'est aussi la soutalienne, c'est beaucoup d'autres choses qui sont déformées au niveau du calcanéum. Un petit rappel pour dire que ce bloc calcanéopédieux donc est uni par des moyens d'union extrêmement puissants, mais qu'il y a un réglage subtil des tensions ligamentaires de part et d'autre. Elles sont plus courtes en centrale, plus longues en périphérie pour permettre ce mouvement d'inversion, éversion. Et cette anatomie est perturbée dans le pied-bot puisque les rétractions médiales prédominent et ce qui est à l'origine de cette raideur segmentaire. On a donc ce raccourcissement des ligaments calcanéo-scaphoïdiens, ce déplacement interne du scaphoïde qui réduisent donc la taille du pied sous-talien et qui entraîne le pied en adduction en face et sous le talus. Voici ces déformations donc intrinsèques du bloc calcanéopédieux. Enfin, et vous le savez, un pied-bot, quelle que soit la qualité du traitement, ne sera jamais un pied normal. Il va garder des éléments atrophiques comme l'atrophie du mollet, avec un triceps qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que le triceps de la jambe normale, une anisomélie, souvent d'origine tibiale, donc un raccourcissement, une différence de longueur entre les deux jambes, un différentiel de pointure, on l'a bien vu hier, et une fossette cutanée latérale qui traduit l'étirement des structures latérales au cours de cette déformation donc in utero. L'étude IRM faite par Jean-Philippe Cahuzac, qui est publiée dans le JBJS en 1999, est très intéressante parce qu'on voit qu'il y a une réduction du volume global de l'arrière-pied, moins 20% par rapport à un pied normal. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'il y a plus de réduction sur le talus que sur le calcanéum. Ce qui fait dire que finalement, c'est peut-être une maladie plutôt du talus que du calcanéum. Et cette réduction de volume explique en partie le différentiel de pointure, bien évidemment. L'atrophie du mollet, on peut en parler longtemps, et l'insuffisance du triceps. Il est difficile de faire de la part des choses entre qu'est-ce qui est insuffisance du triceps lorsqu'on a une réception talonnante, quelle est la part liée à la ténotomie percutanée d'Achille. Il ne faut pas oublier qu'il y a une insuffisance du triceps dans la maladie pied-bot. Et il y a bien d'autres anomalies dans le pied-bot, des agénésies de l'artère tibiale antérieure qui ont été rapportées. Donc il faut bien se souvenir de ça lorsqu'on fait une ténotomie percutanée d'Achille. S'il n'y a pas d'artère tibiale antérieure, on peut avoir des ennuis si le geste est mal conduit et entraîne une interruption du pédicule postérieur. Il y a également un muscle accessoire du long fléchisseur des orteils. Cette étude de Matthew Jobs est très intéressante parce qu'il a montré dans les pieds-bots familiaux qu'il y avait quand même 23% de ces anomalies dans les formes familiales. Il y a un muscle surnuméraire qui ne devrait pas être là et qui entraîne probablement et aggrave cette déformation. On le voit d'ailleurs, ça arrive lorsqu'on opère ces pieds-bots, et notamment au cours de ces grandes libérations postéromédiales. De temps en temps, sur les pieds-bots familiaux, on retrouvait ce long fléchisseur des orteils accessoires, et parfois même d'autres muscles accessoires. Donc on est quand même sur quelque chose qui est, on peut dire, malformatif. Les anomalies sont évidemment plus ou moins marquées. Il y a des stades de gravité. On dit qu'il n'y a pas un pied-bot, mais des pieds-bots. J'ai parlé hier de cette classification de Di Meglio qu'on a utilisée sur 20 points et cette répartition gaussienne des pieds-bots en fonction donc de leur gravité. Donc en conclusion, on a une anomalie très complexe, elle est tridimensionnelle, elle prédomine sur l'arrière-pied, probablement sur le talus, et c'est une dysplasie de tous les tissus qui sont situés sous le genou et pas seulement du pied lui-même. Ça va? Vous êtes un peu épuisé? Il faut vraiment qu'on
tienne bien le timing parce que c'est vraiment 10h30 pétantes qu'on doit faire la transmission. Donc je vais essayer de me booster un petit peu pour vous parler des concepts et des grands principes maintenant qu'on a acquis ces bases de physiopathologie. Le Piedbot, c'est 100 000 nouveau-nés par an dans le monde, essentiellement dans les pays en voie de développement, avec cette incidence qu'on connaît, physique, psychique, sociale, financière, et une prise en charge dans les pays développés sensiblement différente, avec un accès à la chirurgie plus rapide, avec des chirurgies extensives, qui permettent certes un meilleur aspect morphologique, mais un certain nombre de raideurs et de problèmes à l'âge adulte. On a ces études de Matthew Dobbs, notamment JBJS 2006, qui fait référence, on nous en reparlera ce matin avec l'intervention de Karima Nabelin. La correction chirurgicale est à l'origine de très nombreuses complications à moyen terme et à long terme, et c'est l'intérêt et le regain pour ces méthodes de prise en charge non chirurgicale. Alors il y a la méthode fonctionnelle que vous connaissez très bien et la méthode de Ponseti qui nous réunit aujourd'hui. Donc dans les traitements orthopédiques au sens large du terme, il y a les plâtres standards et notamment le plâtre c'est très ancien dans la prise en charge du Piedbot, c'est pas du tout une nouveauté apportée par Ponseti. Et il y avait la technique dite de kite, mais la différence c'est que c'était des plâtres qui cherchait à corriger la déformation apparente. Ce n'est pas du tout le cas pour la méthode de Ponseti, on va le voir. Alors le plâtre, c'est bien. C'est bien pour le Piedbot parce que le plâtre, ça va réduire le collagène des nœuds fibreux. Alors que ce soit un Piedbot ou un pied normal, ça on l'observe, ça a été étudié, 60% de la raideur ligamentaire diminue après une immobilisation plâtrée. Donc c'est un inconvénient sur un pied normal, mais c'est plutôt un avantage dans le contexte des nœuds fibreux du Piedbot. Ce plâtre va permettre d'étirer les jonctions myotendineuses. Donc c'est un étirement continu qui va être renouvelé tous les 8 jours. Et ça va permettre aussi de mettre complètement au repos les muscles trop actifs, trop stimulables. Vous savez que dans le Piedbot, on dit qu'il faut essayer de stimuler les éverseurs. En fait, il n'y a qu'un muscle qui répond à la stimulation, c'est les inversants, c'est les varisants. Et donc, on n'arrive pas à inverser cette bascule. Il faut mettre ces muscles au repos. Donc, c'est le paradoxe du plâtre assouplisseur. Il faut absolument assouplir. Et on a dit longtemps, et on voit encore traîner des idées reçues sur le plâtre qui pourraient enraidir le pied. C'est tout le contraire dans le Piedbot. Alors, le plâtre, c'est une chose, mais on va comparer des plâtres traditionnels et des plâtres Ponseti. C'est ce qui a été fait dans ce service. C'est publié par Herzenberg. Et il y a une vraie différence entre les deux. Donc ce n'est pas l'effet plâtre qui est le plus intéressant, c'est l'effet stratégie de correction qui va jouer. Alors comment corriger finalement? Si on veut corriger, il va falloir corriger cette adduction. Et c'est le premier élément à combattre. Et Ignacio Ponseti nous a bien appris qu'il fallait un contre-appui bien positionné sous la tête du talus. Et c'est le seul moyen d'obtenir cette dérotation du bloc calcanéopédieux et de corriger cette adduction sous-talienne. Si on veut maintenant corriger le creux, il ne s'agit pas de mettre le pied en pronation puisqu'on aggraverait le creux, mais au contraire de porter le pied en supination. Donc ça, c'est un élément très important de la méthode. Les pieds, notamment les premiers plâtres, doivent tous être en supination. Plus la déformation est sévère, plus il faut de supination pour y répondre. Donc, tous ces schémas qu'on voit dans les vieux livres de traitement du Piedbot n'ont absolument plus cours. C'est probablement une très grave erreur que d'avoir porté ses pieds en éversion. C'est une mauvaise connaissance de la physiopathologie que de penser qu'on peut régler le problème en éversant, et pourtant on l'a fait pendant de nombreuses années. Donc il faut déverrouiller ce pied en supination. Et moi je suis assez attaché à ce petit signe qui est le signe de la ligne blanche. Si vous faites apparaître cette ligne blanche, ça veut dire que vous avez bien porté en supination et vous avez bien étiré ces structures cutanées médiales. Donc c'est un repère cutané tout à fait intéressant pour être sûr que la manœuvre est bien réalisée. Donc la correction séquentielle, on la connaît. Les plâtres successifs, on les verra en début d'après-midi. C'est pas la peine de détailler tout ça. On fera les ateliers plâtres tout à l'heure. Une fois qu'on a corrigé cette adduction, il faut corriger l'équin. Et c'est cette ténotomie percutanée d'Achille qui nous a fait tant discuter hier, et on va en reparler ce matin sur le plan technique et sur le plan des indications. Donc on obtient une correction très rapide
Et cette ténotomie percutanée d'Achille est très importante pour permettre cette correction. Elle réalise une sorte de fibrotaxis. On coupe le tendon comme on réalise le calotaxis au niveau osseux pour faire un allongement osseux. On va faire un allongement tendineux. Et les enjeux sont de limiter l'effet casse-noisette sur l'arrière-pied. Si vous avez un verrou postérieur fixé, vous cherchez de la dorsiflexion, vous avez la tubérosité antérieure de l'astragale qui est enclavée sous le talus. On est dans des conditions idéales et expérimentales pour aplatir le dôme du talus. Il est déjà plat à l'origine. Si on